Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du Midi Info que l'on entame avec les titres. Décès du prisonnier palestinien Nasser Abou Hamid, victime de négligence médicale, un crime de plus commis par le camp sioniste qu'il avait auparavant torturé dans l'une de ses geôles. Scandale du Parlement européen, la liste des eurodéputés corrompus par le Marzen ne cesse de s'allonger. La Russie et le Bélarus luttent de manière efficace contre les sanctions occidentales. Déclaration de Vladimir Poutine depuis Minsk, où il s'est entretenu avec son homologue et allié Alexandre Loukachenko. Et près d'un an après l'assaut du Capitole, la commission parlementaire chargée de l'affaire recommande des poursuites pénales contre Donald Trump. Madame, Monsieur, bienvenue. Un nouveau drame touche la Palestine et un nouveau nom s'ajoute à la longue liste des martyrs palestiniens atrocement tués par l'entité sioniste. Ce matin à l'aube, le prisonnier palestinien Nasser Abou Hamid, âgé de 50 ans, est décédé alors qu'il était hospitalisé depuis hier. Nasser Abou Hamid a été victime de négligence médicale, une négligence délibérée, un crime de plus commis par le camp sioniste qui l'avait auparavant torturé dans l'une de ses geôles. Ils sont malheureusement des centaines à mourir dans les camps, dans les mêmes conditions que Nasser Abou Hamid, lâchement assassiné. Naila Hamouda nous en parle. Comme si les tortures atroces des prisonniers palestiniens de la part des forces sionistes ne suffisaient pas. Des milliers d'entre eux sont incarcérés dans des conditions inhumaines, maltraités. Ils ne reçoivent pas les soins médicaux nécessaires et sont laissés pour compte. C'est le cas de Nasser Abou Hamid, du comte d'Al-Ammari, mort à l'aube à l'hôpital Assaf Harouf en raison d'une politique de négligence médicale délibérée. Autrement dit, un meurtre prémédité. Dans un communiqué de presse, le Centre palestinien d'études sur les prisonniers a déclaré que l'occupation a négligé le traitement du prisonnier Abou Hamid pendant des années, ce qui a entraîné une très grave détérioration de sa santé et la propagation d'un cancer. Et que l'entité sioniste a tergiversé pour lui prodiguer un vrai traitement. Et malgré l'existence d'un rapport médical recommandant sa libération pour ces derniers jours, le martyr Abou Hamid n'a pas été relâché. Le centre palestinien a ajouté qu'il tient l'occupant sioniste pour responsable. Connu pour sa lutte farouche contre l'occupant sioniste, Nasser Abou Hamid a été arrêté à plusieurs reprises, dont la première avant le soulèvement de 1987. Et la dernière, qui remonte à 2002, condamné à 7 reprises à la réclusion à perpétuité. Le directeur du centre Riyad al-Ashqar a appelé à la fin du silence international, dont le peuple palestinien paie le prix de sa vie dans les geôles sionistes. Le nombre de personnes tuées dans les prisons sionistes est passé à 233 martyrs depuis 1967. 74 ont trouvé la mort en raison d'un meurtre lent. Leurs seuls auteurs, ceux qui ont bafoué le serment d'Hippocrate. La Palestine pleure une fois de plus la perte de l'un de ses enfants et le président Mahmoud Abbas a présenté ses condoléances à la famille de Nasser Abou Hamid. Il tient l'occupation sioniste pour responsable de ce crime et dénonce la négligence médicale de l'administration pénitentiaire. Nous l'évoquions en titre, le scandale de corruption qui frappe le Parlement européen fait trembler le Maroc. De nouveaux noms figurent sur la liste des eurodéputés corrompus par le Marzen en contrepartie de services rendus. Une liste qui ne cesse de s'allonger. Nariman Zekar. L'affaire de corruption qui entache le Parlement européen n'en finit pas. La liste des eurodéputés accusés d'avoir été corrompus par le Maroc ne fait que s'allonger de jour en jour. Au moment où l'enquête déclenchée par le parquet fédéral belge suit toujours son cours, un ancien député et ex-maire d'Elem en France, Gilles Pargneaux, vient d'être enfoncé par son ex-collègue portugaise au Parlement européen, Ana Gomes, qui le taxe de lobbyiste effronté du Maroc. Il y a clairement un lobby pro-Maroc ici au Parlement européen, que je voyais et disais publiquement en 2018. Seuls les aveugles politiques ne le remarqueraient pas.
Cité dans un premier temps par les enquêtes menées par une chaîne d'information française et le journal du dimanche, l'ex-eurodéputé français qui était durant ses 2 mandats entre 2009 et 2019 à la tête du groupe d'amitié Union européenne-Maroc recevait durant ses visites régulières au Merzenne des cadeaux postés également sur son compte Facebook. À noter que la réception de cadeaux est une pratique encadrée au sein du Parlement européen, selon un code de conduite adopté en 2011 interdisant aux eurodéputés d'accepter de la part des lobbies des cadeaux matériels ou immatériels d'une valeur supérieure à 150 €. L'ancien député français est connu de tous d'être entièrement engagé en faveur des thèses marocaines. Sahara occidental, Maroc, Union européenne, Union africaine, droits de l'homme, détenu sahraoui de Gdeymizik, Gilles Pargneaux n'hésitait pas à mouiller la chemise pour défendre Rabat. Après avoir quitté le Parlement en 2019, l'ancien socialiste a même fondé une ONG avec l'aide du Merzenne après avoir reçu les insignes de commandeur du Wissem. Si cette structure dit avoir pour vocation de renforcer et promouvoir un espace Europe-Méditerranée-Afrique cohérent, des accusations sont portées contre elle sur sa véritable fonction. En Tunisie, la participation législative revue légèrement à la hausse par l'instance indépendante pour les élections. Elle passe ainsi de 8,8% à 11,22%, faisant ainsi passer le nombre de votants de 803 000 à plus d'1 023 000 électeurs. Selon les résultats définitifs, seuls 21 candidats ont d'ores et déjà été élus députés du Parlement dès le premier tour, tandis que le second tour aura lieu dans 133 circonscriptions électorales. L'instance supérieure indépendante pour les élections a enregistré après le dépouillement de tous les votes 1 025 418 votants sur l'ensemble des bureaux de vote. Pour un taux de participation de 11,22%. Au volet sécuritaire, la Somalie poursuit sa lutte contre le terrorisme et notamment les Chebabs présents dans la région. En l'espace d'une semaine seulement, l'armée somalienne a tué 150 Chebabs. Ce dernier assaut survient dans un contexte de progrès réalisé par les forces gouvernementales qui ont récemment libéré de nombreuses zones du centre du pays. Et on reste en Afrique pour évoquer la réunion des chefs d'état-major des pays de la CEDEAO en Guinée-Bissau, pays qui préside actuellement l'organisation ouest-africaine. La réponse à la menace terroriste qui s'étend dans la sous-région au cœur des échanges. Les détails, Sofiane Baroudi. Le général Biag Nantam a déclaré à Bissau lors de la session extraordinaire du comité des chefs des opérations des états-majors des armées ouest-africaines que la force en attente de la CEDEAO devrait devenir prochainement opérationnelle dans le double objectif de lutter contre le terrorisme en nette profusion dans la région ouest-africaine ainsi que dans celui de maintenir l'ordre constitutionnel soumis à rude épreuve dans certains pays de la sous-région. C'est ce qu'a indiqué un communiqué dimanche, précisant que cette session extraordinaire se tient en prélude d'une réunion des ministres de la Défense de la CEDEAO prévue aujourd'hui dans la capitale guinéenne. Cette réunion des ministres de la Défense de la CEDEAO devrait proposer des options pour l'activation de la force militaire commune, ainsi que des modalités pour le déploiement efficace de cette force en attente de la CEDEAO, principalement pour optimiser le front de la lutte antiterroriste. Le rapport de cette session devra être examiné et approuvé par les chefs d'État et de gouvernement de l'institution sous-régionale dans leur prochaine réunion. Pour rappel, c'est à l'occasion d'un sommet des chefs d'État tenu dans la capitale du Nigeria, Abuja, le 4 décembre dernier, que la décision de création d'une force commune capable d'intervenir pour faire face à la menace terroriste a été entérinée. La région ouest-africaine vit une situation de recrudescence des actes terroristes, notamment dans la région des 3 frontières entre le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Cette région vit également une situation d'instabilité institutionnelle préoccupante. Le G5 Sahel, qui était conduit par la France et qui regroupe différents pays de la région, montre de grands signes d'affaiblissement et essuie de fortes critiques relatives à son inefficience dans l'atteinte des objectifs assignés. Pour rappel, la force Barkhane et la Task Force Takuba, dirigée par Paris, ont dû plier bagages du Mali après un large mouvement de mécontentement populaire contre la présence de troupes étrangères dans cette région.
Dans l'actualité également, l'Iran prêt à revenir aux engagements de l'accord sur le nucléaire de 2015. Selon un haut conseiller iranien, le pays n'aurait pas pour objectif de créer une bombe nucléaire, malgré ses capacités en la matière. Une position que justifie le conseiller iranien par le respect des convictions religieuses. Téhéran, qui toujours selon ce même conseiller, considère que la fabrication d'armes de ce type n'est pas une avancée d'un point de vue stratégique. La Russie et le Bélarus luttent contre les sanctions occidentales engendrées par la guerre en Ukraine. Présent à Minsk où il s'est entretenu avec son homologue et allié Alexandre Loukachenko, le président russe Vladimir Poutine a assuré que la Russie n'a pas intérêt à absorber le Bélarus, son plus proche allié, très dépendant de Moscou pour les livraisons de gaz et de pétrole. Il a également annoncé un accord obtenu par les deux dirigeants lors de ces pourparlers substantiels pour renforcer leur coopération dans tous les domaines, notamment dans le secteur de la défense. Ensemble, nous résistons à la pression des sanctions de la part des États hostiles, aux tentatives d'isoler la Russie et le Bélarus des marchés mondiaux. Coordonnons nos démarches pour minimiser l'impact des mesures restrictives illégales sur les économies de nos pays. Et je dois dire que nous le faisons avec confiance et efficacité. Quant à Alexandre Loukachenko, de son côté, il affirme que son pays, le Bélarus, a toujours besoin du soutien de la Russie. Les deux pays sont unis et personne ne parviendra à changer la chose. On l'écoute. La Russie peut très bien se passer de nous. Nous ne pourrons pas faire sans. Nous avons convenu ici que oui, nous agirons sur la base de l'égalité. Nous venons de faire une déclaration très sérieuse avec le président russe, la défense et la sécurité. Soyons honnêtes, sommes-nous capables seuls, sans la Russie, de défendre notre souveraineté et notre indépendance? Nous ne le sommes pas. Du nouveau, dans l'affaire de l'assaut du Capitole, rappelez-vous, l'affaire a fait la une de tous les journaux en janvier dernier. Des centaines de partisans de Donald Trump avaient envahi le 6 janvier dernier le Capitole où siège le Congrès américain qui réunit la Chambre des représentants et le Sénat pendant la session qui devait certifier la victoire de Joe Biden à la présidence américaine. Donald Trump qui pourrait être poursuivi pour appel à l'insurrection et au complot à l'encontre de l'État américain. C'est ce qu'a recommandé justement la commission d'enquête parlementaire chargée de ce dossier. To cast a vote in the United States is an act of faith and hope. Voter aux États-Unis est un acte de foi et d'espérance. Lorsque nous déposons ce bulletin dans l'urne, nous nous attendons à ce que les personnes dont le nom figure sur ce bulletin respectent leur part du marché. Le gagnant fait un serment et le respecte. Ceux qui ne gagnent pas acceptent finalement le résultat et respectent l'état de droit. Cette foi en notre système est le fondement de la démocratie américaine. Si la foi est brisée, notre démocratie l'est aussi. Donald Trump a brisé cette foi. Il a perdu les élections de 2020 et le savait, mais il a choisi d'essayer de rester en poste grâce à un stratagème à plusieurs volets visant à renverser les résultats et à bloquer le transfert de pouvoir. Le pays de l'oncle Sam que beaucoup voient comme un Eldorado, en quête de rêve américain. De nombreux migrants sont actuellement à la frontière américano-mexicaine pour espérer pouvoir entrer légalement en cas de suspension du Title 42, une mesure adoptée en période de Covid et qui permettait aux autorités américaines de bloquer l'entrée de migrants sur le territoire. L'annonce devrait tomber dans les prochaines heures. Et puis ces images tant attendues, le retour des Argentins à Buenos Aires. Les coéquipiers de Lionel Messi ont été accueillis en fanfare par des milliers de supporters alors que cette journée du mardi a été décrétée fériée pour fêter le sacre de l'Albiceleste. Partidos que cada uno jugaba con su equipo pensando en llegar bien a la Copa del Mundo, todo ese trabajo, ¿no? Que uno ve. Ahí está, mirá las imágenes en vivo. Gracias. Et voilà, c'est sur ces images des champions que l'on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 18h et puis à 19h pour le journal.